Moi, ce qui me drive, c'est développer avec un ensemble d'êtres humains un projet entrepreneurial et le mener à son terme. Pour moi, il y a eu une rupture quand même. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'aurais créé Silex si j'avais pu continuer à monter plus haut chez Exane. Je pense que les 2-3 premières années, c'est les plus excitantes, c'est les plus exaltantes. Tu sais, moi, j'ai le côté, je suis un peu plus le yes man. Je suis le développeur qui croit que tout est possible. Je ne sais pas si être safe, ça te permet d'entreprendre. Quand tu entreprends, tu te mets dans le mal, tu te mets dans le risque, forcément. C'est quand même un long chemin de résolution permanence de merde. On est tous des grands enfants, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves et ne pas trop écouter les personnes qui veulent vous ralentir ou qui veulent vous faire croire que c'est pas possible. Avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Hostinger, le meilleur outil pour créer votre site web et l'héberger en quelques clics. J'imagine que comme moi, vous avez des idées au quotidien. Par contre, quand il s'agit de les mettre en œuvre, c'est une autre histoire. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, on peut passer d'une idée à un produit en quelques heures seulement? Magnifique, non? Aujourd'hui, c'est possible. Grâce à l'IA d'Hostinger, vous êtes capable de créer votre site web en quelques clics sans aucune ligne de code ni connaissances techniques. Juste un brief. Concrètement, pour moins de 3 €, vous avez tout ce qu'il vous faut pour lancer votre présence en ligne. Vous pouvez créer jusqu'à 50 sites et vous avez aussi l'hébergement, le nom de domaine et un mail pro inclus. Alors que vous soyez freelance, entrepreneur, créateur ou sur le point de monter votre première boîte, Hostinger vous fera gagner un temps de fou. Et ça tombe bien, pour l'occasion, Hostinger vous offre 10% de réduction avec le code DLTCEO. Je vous ai mis le lien en description, je vous invite à cliquer, à itérer, à créer plein de sites web et surtout à me faire vos retours. Un grand merci à Hostinger de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Toujours la même question. Ai-je un financier, un artiste ou un entrepreneur? Un peu des trois. Oh, Un comment peu des ça va, trois, mais Xavier? ça va très bien. Merci Yacine de me recevoir. Vas-y, je te relance là-dessus, je t'ai Ouais, interrompu. Un écoute, peu des non, trois, c'est une bonne dis-moi. question, je m'y attendais pas. Sur la partie artiste en finance, c'est rare. Et ce serait un peu prétentieux de me décrire comme un artiste en finance, mais c'est intéressant. En finance, tu as des profils très variés. Et c'est quand même avant tout un métier d'humain. Tu as beaucoup de psychologie humaine. Je pense que si je devais refaire le passé en termes d'études, on te dit souvent fais une école de commerce, fais des études d'ingé, parce qu'en finance, c'est les débouchés royaux, entre guillemets. Je pense que je ferais peut-être de la psycho si je devais revenir en arrière. Je vais te poser juste la question. Dans ce cas-là, on va tirer. Les gens savent même pas de ce que tu fais, mais c'est très bien. Non, pas encore. Qu'est-ce qui te drive au quotidien? Moi, ce qui me drive, c'est développer avec un ensemble d'êtres humains, donc avec des équipes, un projet entrepreneurial et le mener à son terme. Donc, ce qui me drive, c'est les gens, beaucoup plus que la finance de marché, par exemple, qui est notre secteur d'activité, pour y revenir. Qui est un moyen juste? Qui n'est pas un moyen, parce que je pense quand même qu'il y a un intérêt pour... Enfin, de mon côté, il y a un intérêt historique pour les marchés financiers. En sortie d'école, c'est ce que je voulais faire et j'étais très intéressé par ça. Mais la façon après de créer une marque à l'intérieur de ce monde, peuplé de plein d'entreprises très différentes, je pense que chaque dirigeant ou chaque entrepreneur a sa patte. Et la mienne, en tout cas, elle est beaucoup plus sur le management des gens et l'aventure humaine et émotionnelle que sur uniquement de la technique financière. Même si je n'aurais pas pu créer Silex sans mon associé au départ, qui est la partie... on est mi-homme, mi-machine. Je suis plutôt la partie homme, il était plutôt la partie machine au début, et l'union des deux a fait la force. On va en parler. On va faire un beau tour dans ta tête. Je vais te laisser te représenter, mais je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est bien de comprendre qu'est-ce qui était ta vision quand tu t'es lancé et qu'est-ce qui te drive au quotidien, et donner envie à un max de personnes de se retrouver à ta place, non pas dans ce fauteuil, peut-être, mais en tout cas d'être entrepreneur. Raconte-moi comment tu es devenu entrepreneur, qu'est-ce que tu as monté, qu'est-ce que Silex? Alors, c'est vaste, mais je vais essayer de reprendre. Allez, le moment promo, Xavier, let's go. Alors d'abord, je pense pas que je sois né en me disant je vais être entrepreneur, ou même en sortant de mes études. Ça s'est construit petit à petit. Tu sais, on entend souvent des entrepreneurs dire voilà, j'ai tenté, je suis un self-made man, etc. Moi, je fais plutôt partie de la catégorie de ceux qui ont appris en étant au début le fameux intra-entrepreneur ou intrapreneur, c'est-à-dire à l'intérieur d'une entreprise. Donc j'ai commencé ma carrière dans un groupe financier qui s'appelle Exane, et dans lequel j'ai trouvé une culture d'entreprise qui me correspondait parfaitement. Le métier me plaisait, j'aimais bien les marchés financiers, comme je le disais. J'aimais bien que ça s'appuie sur de l'expertise.
Ok. Dans les marchés, tu as tout un tas de types de métiers. Moi, ce que j'aimais bien, c'était la recherche. Donc, j'aimais le côté, il y a des analystes financiers qui produisent des notes de recherche, qui ont des convictions. Et à partir de ces convictions, on va aller convaincre des clients d'acheter des produits qu'on va leur construire. Donc, ce mode-là, ce cheminement, je le trouvais intéressant. Et j'ai eu la chance d'évoluer dans une entreprise où il y avait un core management qui était très fort, des valeurs entrepreneuriales fortes. C'était une boîte dans les années 90-2000 qui faisait rêver en France et qui avait comme particularité d'avoir un modèle d'association au capital. J'allais te dire, Donc voilà, c'était pas du tout une, comment on appelle ça, une hiérarchie horizontale, c'était plus méritocratie verticale. totale. Ok. Modèle à l'anglo-saxonne, modèle français inspiré des Goldman de l'époque ou des cabinets d'avocats ou de conseils que tu connais, tu vois, à Londres ou à New York. Spoiler, on retrouve tout ça, cet ADN dans Silex. On va le retrouver après, j'espère mais bien. parce que voilà, on a toujours une part de notre éducation qui ressort. Mais je dirais que c'est 10 ans de ma vie professionnelle, les premières années, et ça a été très marquant, ce côté où tu as l'impression de te lever le matin et de travailler dans une entreprise où tout le monde est aligné, il y a un système méritocratique, tu peux investir une partie de ce que tu gagnes dans la boîte, ça te responsabilise, ça te fait grandir, et accessoirement, si ça se passe bien, tu construis ton patrimoine grâce à ça. Donc là, Donc on c'est parle un cercle vraiment d'incentiver les gens. incentivé avec une partie action. Et ça, moi, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé la dynamique. Et ça a créé, si tu veux, une émulation et une force de développement gigantesque à l'époque. Et donc, de cette expérience-là, j'en ai tiré finalement un apprentissage sur un métier, un apprentissage sur mes capacités, un apprentissage sur une base de clients. Okay. Et libre à moi ensuite, parce que c'est monté d'année en année, de me dire, bon, ça suffit maintenant, j'ai vraiment envie d'essayer l'aventure sans rien, sans filet, de me lancer avec une vision à l'époque qui était alors la suivante, et on ne l'a pas changé d'un iota. Elle était, on a des clients qui sont des gérants de fortune, donc des banquiers privés en gros, des family office, tous ces types d'acteurs un peu partout en Europe. À l'époque, tu as le secret bancaire, tu as encore pas énormément de transparence sur les frais, tu as zéro tech, ou quasiment zéro en finance, et c'est encore un secteur d'activité qui est très en retard. Époque, c'est quand? Époque, c'est 2014-2015. C'est pas Il y a 10 ans. si longtemps. Non, et pourtant, depuis 10 ans, il y a eu des évolutions majeures dans le domaine. Et donc, c'est une industrie, si tu veux, qui existe depuis la nuit des temps. Moi, mon idée, elle n'était pas de la révolutionner en disant on va apporter de la tech et on va squeezer l'être humain et on va transformer l'industrie, on va la disrupter au sens, on va remplacer les hommes par des machines. Et c'est ces machines-là qui vont gérer le patrimoine et les portefeuilles de nos clients. Okay. La vision était plutôt, il y a besoin de tech à tous les étages pour rendre le travail et la vie de ces clients, de ces banquiers privés, beaucoup plus simple et beaucoup plus efficiente par rapport aux services qu'ils délivrent à leurs clients. En gros, pas de la tech pour remplacer les êtres humains, mais plutôt de la tech embarquée pour les rendre plus efficaces, améliorer la valeur ajoutée qu'ils apportent à leurs clients. Pour les support, quoi. Exactement. Mince, la tech assiste. Pour les augmenter, on dit. Ah oui, t'as raison. Comme la réalité augmentée. Ouais. Tellement nul comme mot. Merci pour cette grande explication. Moi, je veux capter une chose. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Je m'explique. On dit qu'on prend toute une vie pour percer du jour au lendemain et que toi, en fait, tu les vois, les signaux qui te permettent petit à petit de prendre confiance, de te lancer, etc. Donc, tu vois toutes les petites étapes que nous, on ne voit pas. On voit juste Xavier du jour au lendemain. Ouais. Il quitte son job, il monte sa boîte. Est-ce que tu peux analyser un ou plusieurs événements qui, toi, t'ont conforté dans l'idée de te lancer sans filet? Je pense qu'un des éléments, c'est la reconnaissance de sa capacité à embarquer des partenaires et des clients construites dans le temps. Incroyable. Finalement, ta capacité de conviction, elle est où sur une échelle de 0 à 10? Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu crées une boîte, n'importe quelle boîte? Tu dois convaincre. Tu dois convaincre. Tu dois convaincre tes premiers clients, tu dois convaincre tes potentiels partenaires, tes investisseurs si tu lèves du capital. Tes employés. Donc, tes employés. Donc, la vision que tu as, c'est super important, on en parlera peut-être. J'ai donné la mienne tout à l'heure, mais la capacité à convaincre des personnes de rejoindre cette aventure et de te suivre, elle est fondamentale, je pense, pour accélérer le développement d'une boîte.
Et ça, je l'ai acquise tout simplement durant ces années-là, en prenant confiance en moi, à force de convaincre des clients d'investir dans nos stratégies, des collaborateurs de travailler dans mes équipes, etc. Je pense que c'est un facteur important. Tu as été force, j'imagine, tu as été force de proposition sur certaines solutions que vous avez développées en fonction, tu parlais justement de cette recherche qu'il y a eu en amont et justement proposer les meilleurs outils, les meilleures solutions à vos clients. Mais si je comprends bien, il y a un moment où tu as eu le syndrome de l'imposteur, où tu t'es dit, je vais essayer de les convaincre, mais c'est pas moi le CEO, c'est peut-être même pas moi le plus expert de ça. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai jamais pensé à ça. Donc, mais oui. C'est-à-dire, c'est pas forcément le syndrome de l'imposteur, c'est plutôt à la fin, j'avais presque envie de dire ouais, mais c'est un peu ma boîte. Ah ouais, tu t'es approprié. En fait, t'es tellement impliqué et ça te correspond tellement comme projet que tu as envie de dire c'est un peu ma boîte. Et l'étape d'après, c'est de dire mais et pourquoi je tenterais pas l'aventure pleinement. Et j'avais aussi un certain nombre de frustrations. Je pense que dans ma construction, il y a toujours une part de frustration. Il y a une part de je veux montrer que je suis capable d'y arriver sans avoir une marque derrière moi. Est-ce que je suis capable, moi, de construire une marque from scratch? Donc, tu es en train de dire que même si tu convainquais ça sonne très bizarre, cette histoire. Même si tu parvenais à convaincre même les personnes en interne, puis tes clients, tu avais le sentiment qu'on t'écoutait presque de prime abord parce qu'il y avait la marque derrière. Pas parce que c'était toi et tes convictions dès le départ. Si tu veux, c'était pas JP Morgan ou Goldman. Donc la puissance de la marque, plus tu vas dans une énorme structure, plus elle est là. Et d'ailleurs, plus c'est difficile d'en sortir pour créer ta boîte parce que très souvent, l'impact, il est très fort. Et on t'attache à ça forcément. Exact. Okay. Là, la marque, elle était, je dirais, intermédiaire. Elle existait, mais elle ne recouvrait pas complètement la personne que j'étais. Donc c'est un bon mix. Ok. Mais je voulais aller plus loin. Oui, j'avais envie de dire, on n'a qu'une vie et moi, j'aimerais bien la construire, cette marque. En fait, j'étais un peu jaloux des fondateurs. Et jaloux de quoi? D'avoir eu le cran, pour pas rendre un mot... je vois pas de quel mot tu parles. Pas du tout. Mais on en a deux. De l'avoir fait à l'époque eux-mêmes. Okay. Je veux juste savoir ça. Est-ce que ça se traduit auprès de la reconnaissance? Ça se traduit auprès de l'écoute qu'avait n'importe quel client ou personne en interne auprès de eux dès qu'ils ouvraient... Enfin, qu'ils proposaient quelque chose? Elle est où la frustration? Non, c'est une question d'ambition aussi. C'est une question de se dire, je pense que j'ai les mêmes capacités qu'eux et j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire... c'est pas de l'orgueil. Okay. C'est pas ce type... Non, c'est plutôt de l'envie. Eux, ils t'ont mis une lumière sur aussi ta valeur. Eux, ils m'ont aidé. Ils m'ont comme des mentors. D'abord, c'est un apprentissage formidable de travailler à côté de super mentors. Je pense qu'on a tous eu ou quelque part un mentor. Ça peut être un artiste, ça peut être même en dehors de la sphère professionnelle parfois. Bien sûr. Mais là, il y avait quand même une forme de mentorship avec notamment 2 d'entre eux. Et j'ai beaucoup appris à leur côté. J'ai appris plein de choses qui ne s'apprennent pas en école. En fait, on parle beaucoup, tu sais, de formation de majeurs entrepreneurs dans les écoles de commerce, notamment aujourd'hui, enfin même à mon époque. Je ne sais pas s'il y a une école de l'entrepreneuriat. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire. C'est de faire et c'est aussi de regarder comment est-ce qu'un entrepreneur qui devient dirigeant gère ses relations avec les autres, comment il organise une réunion, il y a combien de personnes à cette réunion, qui parle, comment elle est préparée, quelle est son attitude pendant cette réunion, quel est le support. C'est des petites choses de tous les jours. Et qui ne sont pas palpables en plus par moment. Et qui, je pense, ne dépendent pas d'un secteur d'activité que tu vas retrouver dans toutes les boîtes. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, quand je parle avec d'autres entrepreneurs, d'autres dirigeants de ma génération qui sont dans des secteurs totalement différents, il y a quand même beaucoup de points communs. Tu vois, comment tu organises ton COMEX, c'est une réunion, ça dure combien de temps chez vous, tu vois, des choses, je dirais, très organisationnelles qui structurent aussi après la boîte. Et donc ça, c'est des choses que j'ai apprises à leur côté. Tu as été incentivé chez Exane, du coup? Oui, j'ai été incentivé avec le modèle que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire, dans nos métiers, souvent, tu as une rémunération fixe qui n'est pas forcément très élevée. Et puis après, tu as des primes variables qui dépendent de ta performance. Mais c'était que du cash, pas des actions? Non, justement. Et voilà. Okay. Et donc, ces primes-là, tu as des entreprises où c'est full cash. Typiquement, les banques, aujourd'hui, alors, le modèle a un peu changé parce que maintenant, il y a des actions qui sont payées sous forme de bonus, des actions du coup de banque cotée. Nous, c'était très marqué. Ça veut dire que ton bonus, tu pouvais le réinvestir totalement si tu voulais en achetant des actions de la boîte. Mais après, c'est un système de cooptation. Ça veut dire tu dois, toi, montrer que tu as envie de le faire. Donc moi, je suis motivé par acheter des actions de ma boîte, enfin de cette boîte. Il faut que ton management te dise « Ouais, mais est-ce qu'il le mérite, lui, ou est-ce qu'on a envie de l'avoir ?» Et donc, c'est un pas de 2.
On va reparler de ça parce que déjà, je peux spoiler, je t'en ai parlé avant, mais moi, il y a une phrase qui m'avait marqué quand on avait fait notre call de prépa, c'est que tu m'as dit qu'il faut accepter qu'il y ait des gens, même que tu vas incentiver, mais qui vont pas faire juste, en fait, qui vont pas faire tout le chemin, ou dit différemment, qui vont juste faire un bout de chemin avec toi. Et il faut quand même valoriser ça. On va en reparler. Je veux juste terminer une chose sur peut-être ta prise de conscience et de confiance aussi, sur ta valeur et sur ta capacité à monter une marque de A à Z. Je veux comprendre, est-ce que ce sont les deux associés avec qui tu as travaillé? Est-ce que c'est une personne, un mentor, ou est-ce que c'est juste l'ADN managérial de la boîte qui fait que tout le monde, comme toi, avait ce champ des possibles de proposer tout et n'importe quoi, tant que c'est bien, et que tu peux mener ton projet à bien? Concrètement, est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est un ADN global? Non, c'est plus un ADN global, Ok. je dirais. Ouais. Tout le C'est monde une qui somme de l'incarnait choses. ensemble. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, ça se retrouve aujourd'hui. J'allais demander. Attends, C'est- avant qu'on ouais. parle de Silex, non mais vas-y, attends. Non, mais je réponds à ta question. C'est de l'inspiration collective, c'est une dynamique collective, beaucoup plus qu'une personne. Alors dans ce cas-là, est-ce que tu as d'anciens collègues d'Exane qui ont monté leur boîte? Alors, d'abord, j'en ai beaucoup qui m'ont rejoint. Ça, c'est le premier point. Et je les remercie parce que ça a beaucoup aidé. Le Fierté. réseau que tu construis sert toujours plus tard. Non mais fierté de ouf. Fierté D'arriver à les fierté convaincre. d'avoir réussi à les convaincre. Fierté que certains qui avaient déjà bien démarré à mes côtés à l'époque et aujourd'hui une carrière encore supérieure à ce qu'ils auraient pu faire chez Exane. Ça, c'est grosse fierté. Je pense qu'on a réussi ensemble à reconstruire quelque chose qui est très solide. Ensuite, est-ce que ça a été un réservoir ou plutôt un centre de formation d'entrepreneurs? Pas nécessairement. Et c'est là où on vient à la différence entre être un intrapreneur et un entrepreneur. Et ça, c'est un des écueils dans lequel je suis tombé au début de Silex. C'est-à-dire qu'à force de transpirer l'entrepreneuriat, tu oublies un truc, c'est que tu ne recherches pas uniquement des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est un animal quand même particulier. Alors c'est bien de fréquenter, d'être entouré d'entrepreneurs, d'avoir un réseau, etc. Mais dans ta boîte, une fois que tu as décidé de la créer, si tu formes des entrepreneurs, que tu leur apprends des choses pour qu'ils partent 1 an, 2 ans après faire la même chose, c'est pas non plus idéal. Alors, après, c'est la loi de la nature. Si certains avaient ça en eux, comme moi je l'avais, et qui se lancent, et c'est arrivé chez Silex, on a des personnes depuis 10 ans qui sont parties et qui ont créé leur boîte. Et sincèrement, je suis heureux pour eux. Je te le dis, au début, c'est dur, parce qu'on est dans des métiers où il y a toujours de la concurrence. Mais tu t'es senti utile. Mais sincèrement, avec du recul, et j'ai des exemples très concrets en tête, au début, tu peux te dire, putain, mais merde quand même, c'est pas juste, quoi. Je le fais venir, je lui apprends des trucs, et puis il se barre et il essaie de créer une boîte qui est concurrente. C'est dur. Et après, c'est une question de confiance. Si tu as confiance en toi, ta capacité à embarquer, que ton business model il est bon, ouais, ça va être des petits bumps on the road. Tu sais, c'est des petits coups de canif. Mais à la fin, je suis plutôt heureux pour eux avec du recul. Certains d'ailleurs ont bien réussi. Et t'as plutôt encore une fois, tu parles de fierté. Tu es plutôt heureux de te dire, bah, dans les premiers Silexiens, il y a des personnes qui ont créé une boîte qui marche bien, ils sont heureux. Fine. Je ne veux pas dire que tu t'appropries leur succès, mais tu es content de te dire que de la même manière pour toi, s'il n'y avait pas eu Exane, on ne se parlerait peut-être pas aujourd'hui. Exactement. En fait. Moi, je termine juste sur une chose, Mr. Humble, parce que tous les entrepreneurs, enfin pas tous, mais en tout cas, j'en reçois beaucoup qui sont humbles. Je t'ai posé la question, mais en fait, même si Exane a été une bonne école, tout le monde n'aurait pas fait ce que tu as fait. Monter Silex derrière. Statistiquement, non. En tout cas. Il ne veut pas le dire, mais bon, ok, très stylé. Maintenant, parlons de Silex. Déjà, j'aimerais comprendre combien de temps de réflexion entre les limites que tu vois chez Exane, cette graine qui germe en toi, et vraiment le moment où tu dis allez, c'est bon, on se lance avec peut-être tes premiers associés, tes premiers employés. Ça, c'est une question. Je pense qu'il y a 1 an et demi de préparation, de couvade. Il se passe quoi pendant 1 an et demi, où tu te dis, en fait, c'est fini. Je suis déjà un peu ailleurs. Et je commence à y réfléchir la nuit, le matin en me levant, tu vois, ce genre de démarche. Il faut l'accepter. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Après, il y a toujours des ruptures. La rupture, ça peut être... Bon, moi, il y a eu une rupture quand même. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'aurais créé Silex si j'avais pu continuer à monter plus haut chez Exane. Je m'explique, j'étais arrivé au bout. Je ne pouvais pas aller plus loin. Ouais. Ça s'est mal passé avec mes fameux mentors, dont l'un d'entre eux. Okay. D'ailleurs, le premier s'est fait évincer. Okay. Donc la fin... 2014-15, c'est difficile parce que tu as eu une aventure extraordinaire avec toute la montée, avec tout ce que ça implique en termes de succès, etc. Et puis tu te rends compte qu'en fait, tu as un plafond de verre au-dessus de ta tête et que tu ne peux pas aller plus haut.
Donc ça m'a aidé quand même. Parce que, tu vois, j'aurais été dans une dynamique où finalement, je pouvais encore monter les échelons. Je ne sais pas si j'aurais pris le risque à ce moment-là. Donc, moi j'aime bien dire ça. Je dis pas que les entrepreneurs se plaignent, mais en tout cas, ils voient quelque chose qui ne leur plaît pas. Et à la différence de nous, Français, qui passons notre temps à se plaindre, eux, ils agissent. J'aimerais comprendre sur 1 an et demi, 6 mois peut-être, avant de vraiment te dire au bout de 6 mois, peut-être, ok, là, j'ai plus d'avenir ici. Je dis 6 mois, peut-être c'est moins ou plus, mais il se passe quoi jusqu'à que tu te lances? Parce que, ok, ça me plaît pas, mais il y a voir une perspective derrière. En fait, ça se passe mal. Okay. Parce que c'est exactement comme une rupture dans un couple. C'est-à-dire que tu vas ailleurs, tu es déjà ailleurs. Donc déjà, ça commence à mal se passer avec la boîte dans laquelle tu étais. Puisque tu te projettes ailleurs, dans ta tête, tu construis autre chose, tu commences à y passer plus de temps. Okay. Donc déjà, ta relation... Quand tu dis la limite, c'est que tu es déjà en train de réfléchir à rebondir. En fait oui, moi, encore une fois, c'est mon expérience, mais j'ai pas fait une année sabbatique entre les deux. Tu vois, j'ai pas démissionné en me disant... je prends 1 an pour réfléchir et puis on verra ce que ça donne. C'est que le projet, en fait, il était dans la continuité de ce qu'on avait construit. Il y avait une partie du projet qui était dans la continuité. Il y avait des choses qui étaient différentes, notamment la tech qui n'existait pas, etc. Mais il y avait une partie qui s'inscrivait dans cette continuité. Donc moi, j'étais déjà dans une logique où je réfléchissais à ce que j'allais faire après. Et là, tu passes de plus en plus de temps à réfléchir au nom de ta boîte, la marque, quel est le business model. À te projeter. À te projeter, en fait, tout simplement. Quels vont être mes clients? Quelle est la proposition de valeur? Avec qui je vais partir, ça te avec qui je m'associe. Quoi ces questions à cet instant? Tu vois, rien qu'en reparlant, je suis excité. Et je le sais, c'est pour ça. C'est le meilleur moment. Il y a un enthousiasme de ouf à ce moment-là. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que dans... Après, tu sais, tu as des serial entrepreneurs. Alors, moi, je ne suis pas du tout un serial entrepreneur. J'ai une histoire entrepreneuriale, c'est Silex. Bon. T'es jeune, ça va. Ouais, mais et d'ailleurs, pas de cheveux blancs encore. Et d'ailleurs, j'ai pas forcément envie d'en avoir d'autres. Aujourd'hui, tu me demandes, tu sais, t'as souvent des gens qui se disent, ouais, bah moi, je suis content de faire un projet et puis j'ai envie d'en avoir un autre, puis un autre. Bon, mais moi, non, c'est pas le cas. Donc, j'ai pas ce côté, j'entreprends pour entreprendre. Ça s'est fait comme ça et donc j'y réfléchissais. Donc, pour reprendre ta question. Ouais, j'y réfléchissais non-stop. Et cette période du début, je pense les 2-3 premières années, pas de comparaison avec d'autres situations personnelles, mais c'est un peu la même chose. Hein. Ouais. C'est les plus excitantes, c'est les plus exaltantes. Il y a tout à parle faire. Si on parle de couple, on parle de la honeymoon phase. Exact. Tu vois que en fait, tu es capable d'absorber un nombre de merde incommensurable sans te poser de questions parce que ton énergie, elle est positive du matin au soir. C'est le collectif, ça? Non, je pense que c'est de l'endorphine que tu sécrètes par l'excitation de ton projet et après quand tu commences effectivement à impliquer le premier groupe de personnes qui te rejoignent, là encore c'est une deuxième dose parce que tu te dis en fait c'est super, il y a des gens qui ont envie de le faire avec moi, donc on est un groupe, donc on convainc, donc on est plus fort à 10 qu'on était à 2, etc. Et c'est un cercle vertueux. Et cette période-là, qui souvent est alors ça dépend, mais en tout cas dans mon expérience, qui est la phase de croissance la plus forte, avec tous les revers que tu as aussi dans ces phases d'accélération forte, elle est enivrante, parce que tu es tout le temps excité. On va parler de cette phase qui m'intéresse énormément et des revers. Mais tu en as parlé tout à l'heure, et tu as dit on allait en reparler, et on va en reparler. C'est quoi la vision de Silex à ce moment-là? Est-ce que ça s'appelle Silex déjà, la première marque que tu as en tête ou pas? Et allez, parle-nous de ces 2-3 ans. Est-ce que ça a évolué en te prenant peut-être des tartes parce que tu as réalisé des choses que tu ne voyais pas vu que tu n'étais pas le fondateur ou le cofondateur de Exane? En gros, voilà, est-ce que ça a évolué? Ouais. Je pense que d'abord, le nom Silex, il était là depuis le début. Pour la petite anecdote, j'avais adoré un vin blanc qui s'appelle Silex. Qui m'avait été présenté dans un resto il y a peut-être 15 ans. Et l'étiquette, je trouvais que le marketing était ouf. C'était juste une pierre de Silex avec marqué Silex. Donc très différent des grands vins de Bourgogne blanc. Avec le nom de domaine, les années, etc. Là, pur. Donc, et ça, j'aimais bien. Et indépendamment de cette anecdote, ce qu'on voulait faire, et la vision du départ, c'était construire des outils. Quand même, il y a une partie outils tech, je t'en ai parlé tout à l'heure. Apporter des outils tech pour améliorer le service, l'augmenter, comme tu disais, de la gestion de fortune dans le monde. Bon, donc l'outil, on y est, on est sur ce côté, le Silex comme un outil qui est dans la main de l'homme, puisque
C'est un métier qui ne se séparera pas de l'être humain. Donc j'aimais ce storytelling autour de cette pierre qui n'est pas trop bling. C'est pas un diamond, tu vois. Non, ça sert juste à c'est faire plutôt du feu, quoi. C'est plutôt une pierre robuste, assez solide. La punchline de Silex, c'est rock solide. Ça veut dire que les valeurs, ça va être on est là pour durer, la performance, elle sera solide. On n'est pas dans la sophistication pour la sophistication, l'éphémère, etc. Et on vous apporte de la valeur. Alors pas pour chasser ou faire le feu ou faire du feu, mais à travers des outils, à travers des expertises. C'est vraiment ce qu'on a fait. Et pour terminer, et j'arrête sur le storytelling, il y a des facettes sur Silex. On a plusieurs métiers. On fait de la tech, on fait de l'intermédiation de produits structurés, on fait de la gestion d'actifs. Donc c'était aussi une façon de voir notre entreprise sous plusieurs angles. Tu parles d'outils, tu parles de Silex. D'ailleurs, non, on aime le storytelling. Donc, raconte-moi ton histoire. Moi, c'est le but. Je veux pas de masterclass de comment on va aller chercher nos premiers clients ou autre. C'est chiant, ça. Non, mais moi, la théorie m'a jamais parlé. J'étais bon élève, mais la théorie m'a jamais parlé. Enfin, j'étais bon élève. Ça dépend des matières et des profs, d'ailleurs. Donc, c'est le but. C'est que moi, je veux parler à un humain et que c'est cet humain qui va m'inspirer. Fermons la parenthèse. Tu parles de Silex, tu parles d'outils, tu parles de tech. T'es pas tech. Moi, je suis pas tech. Bah ouais. Non. Alors, comment tu montes une boîte tech sans avec être tech? quelqu'un qui est tech. Eh ben, parlons de cette tech, Voilà. de cette personne qui porte la tech, exact. Et nommons-la. C'est pour ça que Fabrice, mon associé, que je connais depuis 20 ans, salut Fabrice, j'aurais pas pu construire ce que j'ai construit aujourd'hui sans lui. Qu'est-ce que tu lui racontes pour lui expliquer? D'abord, on se connaît depuis 20 ans. Pas d'exan? Non, on se connaît d'avant même. D'avant encore? On a fait 9 mois ensemble à l'époque, on est tout jeune. Lui, il sort de l'X. Il a fait un petit passage. Donc oui, alors Fabrice est une brute. T'inquiète, quand t'as dit l'X, on a tous capté. Hein. Mais Polytechnique, pour ceux qui connaissent pas le... Mais dans les polytechniciens, il y a plein de différents profils, parce que dans les salles de marché, c'est bourré de polytechniciens. Peut-être les gens ne le savent pas, mais c'est un des débouchés. Souvent, on dit les ingénieurs, ils sont faits pour construire des ponts et envoyer des fusées dans l'espace, mais il y en a beaucoup qui ont fait de la finance de marché, parce qu'il y a beaucoup de maths. Donc, parmi le monde des polytechniciens, qui est un petit monde, certes, mais assez hétérogène, c'est un mec qui est très bon en maths, mais qui a aussi une connaissance assez aboutie de la compta, de la fisca, de la structuration d'une entreprise, du risque. C'est un touche-à-tout un peu? Ouais. Ok. C'est un touche-à-tout très techos, très tech, très maths. Et donc, l'association avec moi, qui suis plutôt un développeur, qui vient plutôt d'un profil plutôt vendeur commercial, elle était parfaitement adaptée au projet, puisque... Attends, elle ressemble à quoi? Non, mais tu vas me dire le puisque, mais elle ressemble à quoi votre conve? C'est Notre quoi quoi votre conversation? C'est quoi l'élément qui fait mouche? En fait, ça peut te paraître dingue, mais il y a une complémentarité totale et surtout, on se retrouve sur tous les sujets de fond. C'est-à-dire, quand on s'est rencontrés à l'époque, il m'a appris plein de choses sur la partie technique que je ne maîtrisais pas forcément, que je n'avais pas son niveau technique. Et quand il s'agissait d'aller voir des clients, il me suivait à 100%. Il se posait zéro question. Donc, tu on se parles faisait de confiance. ces 9 mois au tout début de votre carrière? C'est 9 mois. Ça paraît rien, mais en 9 mois, il s'est passé une tonne de choses. Mais c'est une dinguerie, je trouve. On est à 10 ans plus tard que tu vas le revoir. Il n'a pas vu ton évolution. Il était à mon mariage. On s'est parlé, ouais, mais on s'est jamais vu. Mais bourré, quoi. Ouais, mais si tu veux, ça avait marqué. Ça m'avait. D'abord, on rencontre plein de monde dans sa vie. On a des vies où on voyage beaucoup. Et parfois, tu es marqué par peu de personnes. Enfin, en tout cas, moi, je peux t'en citer 4 ou 5. Et il en faisait partie. Et donc, quelque part, dans un coin de ma tête, je m'étais dit, à la fin de mon expérience avec lui, ces 9 mois, qui était un tout début chez Odo, je m'étais dit, putain, ce mec-là, quand même, ensemble, on a fait des trucs incroyables en très peu de temps, même si on était très jeunes. Et il est dans un et on est très complémentaires. Et on a la même vision du business, des gens, des choses. Enfin, tu vois, il y a une forme de bon sens qu'on partage. Super important dans une association. Bien sûr. Tu lui parles de l'humain, tout ça aussi, hein? Ouais. Okay. Et là, je te l'ai peut-être décrit comme un robot, mais il a un côté quand même très, très humain et il a une bonne psychologie, une bonne lecture des gens aussi. C'est pas non, le mais geek. Attends. Non, mais parce que c'est pas le geek introverti. Mais ça n'existe pas de voir. Pas en entrepreneur, en tout cas. Non, mais tu peux pas avoir ton pote 9 mois et te dire 10 ans plus tard, viens, on s'associe, alors que tu n'as pas vu son évolution. En gros, ce que je suis en train de dire, je vais te la poser différemment la question. Est-ce que tu dirais pas, Fabrice, hein, ouais. Est-ce qu'il n'a pas décelé ton potentiel là où toi tu l'avais pas décelé et tu as attendu Exane pour le voir? Très bonne question. Je pense qu'il l'avait décelé avant, quand on s'est rencontrés, très tôt. Et que, comme tout bon ingénieur trader, il a saisi une opportunité aussi. C'est-à-dire que j'étais dispo, il était dispo. On a chacun trouvé un intérêt commun à faire cette aventure ensemble, en fait. Est-ce que c'était trop facile de le convaincre?
Franchement, on s'est vu 10 minutes dans un café et c'était fait, quoi. Et Enfin, je rajoute pas. Et après, ça a été un deuxième café, un troisième café et 250 mais cafés. ce premier café, ce truc-là, Moi, je me souviens à l'opéra, ouais. c'est la première fois où On t'as se revoyait revu pour cette flamme et cet enthousiasme? Ouais, exactement. Ok, bon, dédicace Fabrice, mais c'est drôle, on n'en avait pas parlé avant. Mais en fait, plus qu'Exane, c'est peut-être lui, qui a dit moi je crois en toi et on va le faire ensemble. Alors que si j'ai bien compris, même dans ce que tu me décris, tu dis que c'était lui la brute. Mais t'avais pas l'impression que t'étais une brute à l'époque? En fait, Et après j'arrête de t'emmerder avec ça. non, mais en fait, dans des domaines différents. Si tu veux, je pense qu'il est excellent dans certains domaines et moi dans d'autres. Je te donne un exemple. Silex, il y a une partie tech, il y a une partie ingénierie. Sans lui, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à recruter déjà des personnes issues Évident. de ces écoles. Pourquoi est-ce qu'un petit technicien va aller rejoindre une boîte dans laquelle il n'y a que des commerciaux? Tu sais, il y a quand même des oppositions dans la vie, il y a des mondes différents. C'est con à dire, mais tu as des castes, Et des surtout en cases. France. Ouais, bien Et sûr. des cases. Et donc, à moins que tu aies créé un monstre, et après, forcément, ça s'impose, parce que ta marque, elle est énorme et tu n'en es plus là. Mais au tout début, déjà dans le business plan, il y avait construire des outils, avoir des expertises d'ingénieurs, donc moi, je ne les avais pas. Et en revanche, de l'autre côté, il y avait embarquer des clients et les convaincre que le produit qu'on allait développer était bon. Ça, il n'aurait pas réussi sans moi. Impossible. Donc, j'avais pas forcément envie de créer une boîte seule. Ça, on n'en a pas parlé, mais moi, je suis pas un animal solitaire. On en reparlera peut-être tout à l'heure. On a parlé du collectif, Voilà. d'incentiver Donc, des gens. moi, je trouve que dans mon aventure, en tout cas, le binôme, il est. Alors, c'est plus dur à gérer peut-être après, parce qu'un binôme, c'est comme un couple. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Mais j'étais vraiment content de le faire avec un sparring partner depuis le début, qui en plus a des skills complémentaires aux miennes. Et Génial. que t'estimes autant, si ce n'est plus que toi, à l'instant T aussi, quoi. Exact. Raconte-moi, je veux juste parler du 0 to Début. 1 ou 100, je sais pas. Tu me parlais des 2-3 premières années. Ouais. Elles sont excitantes, elles sont kiffantes, mais il y a quand même des bananes, des galères. Je veux que tu me parles de ces galères, mais en vrai, tu te serais relevé de ces galères si tu avais été seul? Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Les galères, elles sont arrivées un peu après. Les 3 premières années, ce qui est pénible, c'est la partie admin. À qui le dis-tu? Surtout que nous, on est dans un domaine ultra réglementé, Bien sûr, régulé. ouais. Donc, tu as des tunnels de demande de licence. C'est pas que la création des entités. Bon, ça, c'est parce qu'en plus, nous, on a un groupe sur plusieurs pays, avec plusieurs entités. Donc, tu as des tunnels administratifs sur lesquels tu as beaucoup de régulatory, tu as des temps d'attente, etc. Et donc, ça, c'est un peu long. Là-dessus, Fabrice est très fort. Et moi, pendant ce temps-là, mon sujet numéro 1, c'est les clients, les premiers recrutements, les premiers employés. Rétrospectivement, ce qui est dingue, c'est que les personnes, donc employee number 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là, je te fais maintenant un retour sur image. Aujourd'hui, il en reste la moitié. Déjà, c'est génial. Combien de temps plus tard? Ça fait combien de temps, Silex? 9 ans. Donc, sur les 8 premiers, il en reste 4. Qui sont incentivés en plus. Ouais. Mais moi, dans ma tête, à l'époque, Ouais. les premiers, ils seront là jusqu'au bout. Ça va être justement, tu sais, les enfants Silex, ils vont grandir. Mais en fait, je pense maintenant avec un peu de recul, j'étais sûrement naïf, ça marche pas comme ça. Tu as des personnes qui sont venues au début et qui aimaient justement être dans une toute petite structure et qui petit à petit s'y sont moins reconnus quand la structure a grandi. Tu en as d'autres qui venaient d'une grosse structure, qui étaient contents de reprendre du risque, mais qui sont toujours là parce qu'ils ont accompagné cette structure. Okay. Et c'est pas que des questions d'âge et d'expérience, parce que tu as tout sexe, tout âge et tout type d'expérience là-dedans. Okay. C'est personnel. Et puis après, sûrement, on a merdé aussi. Parce qu'on n'a pas réussi à en accompagner certains, parce qu'on n'a pas... Donc toi, tes plus gros échecs, tes plus grosses galères, c'est de l'humain, c'est des employés? 100%. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse sur le recrutement de ta part, ou est-ce que c'est un aveu de faiblesse sur pas avoir bien érigé les guidelines et les attentes dès le départ sur l'humain et sur ce côté collectif? Je pense qu'il y a un effet d'expérience que tu acquiers au cours du temps. Donc oui, il y a des choses... En fait, il y a des questions que tu peux pas te poser tant que tu les vis pas. En fait, j'avais 35 ans, j'en ai 10 de plus, et j'ai 10 ans de plus d'expérience. Si demain je recrée une boîte, je pense qu'il y a des erreurs que j'ai faites que je ne referai pas. C'est l'effet d'expérience. Okay. Alors j'aurais dû peut-être écouter plus de podcasts à l'époque, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup en même temps. Pas beaucoup. Xavier, tu l'écoutais? Fabrice, tu l'écoutais? Ah oui, on s'écoutait beaucoup. Est-ce qu'il t'a fait des red flags sur des recrutements? Ouais, et bien toi, sûr. t'as dit non, non, pas des red flags sur des aller. recrutements. Plus, on se faisait toujours des... Tu vois, à chaque fois qu'on faisait un recrutement, on débrief, mais c'était plus des personnes qu'on a gardées peut-être un peu trop longtemps.
Tu sais, moi, j'ai le côté, je suis un peu plus le yes man. Je suis le développeur qui croit que tout est possible, à Ok. l'américaine, tu vois. Sauf que la réalité, c'est que, non, tout T'es n'est un pas éternel possible. optimiste, genre? Éternel optimiste qui a mûri, qui a grandi. Mais historiquement, moi, ce que j'aimais, c'était, oui, on va tous y arriver, one team, one dream, et on y va. Et ça a joué beaucoup dans la réussite de la boîte aussi. Mais c'était bien d'avoir un associé qui était là pour me dire, écoute, lui, je pense que c'est mort maintenant. Ça Mm. sert plus à rien. Tu vois, 9 ans d'XP, bon là je parle de l'humain, mais là je vais parler de l'humain entre vous deux. Ouais. C'est quoi les désaccords? Et j'aimerais comprendre comment vous gérez ça. Est-ce que dès le départ vous vous êtes dit, on a 2 expertises complémentaires mais différentes, chacun son pôle, et ok on s'en parle, mais il y a un chef sur chaque pôle qui prendra la décision finale même si elle n'est pas populaire ou validée partout Ouais, par l'associé. c'est un peu ça. On s'est réparti les rôles Ok, assez rapidement. Il y a différents corps de métier, en gros. Tu vois, chez Silex, tu as des ingénieurs, je le disais. Tu as des techs, c'est pas tout à fait pareil. Donc, ça, c'est des développeurs, on va dire. Tu as des personnes au marketing, tu as des commerciaux, tu as des analystes. Donc, en fonction des corps de métier, on s'est réparti un petit peu le management de ces personnes-là. ça s'est Dès jamais le départ. entrecoupé. Si, ça s'est entrecoupé parfois. Je pense que moi, je suis pas quelqu'un de très conflictuel. Lui non plus. À la fin, tu as quand même une convergence des intérêts. Hein. Tu pars à 50-50. Donc, de toute façon, ça aussi, ça joue beaucoup. Ok. Et c'est pour ça que les associations à 50-50, c'est pas mal. Parce que voilà, t'es deux et tu te partages le gâteau. Et puis après, tu te mets d'accord, en fait, très rapidement. On avait un mode de fonctionnement où s'il y en a un qui est pas d'accord, on fait rien. Tu vois. Ok. Ce qui a été assez efficace au début. Ok. Après, tout ça n'est pas rose. Les Bah, premières parle-moi années, du pas rose. bah oui, ce serait trop facile. Ben oui. Donc ça s'est bien passé jusqu'à ce que ça se passe un peu moins bien. Ok. Je dirais à partir de l'année 5-6. Ce qui fait que ça se passe moins bien, c'est quoi? C'est d'abord, t'as pas forcément au début les mêmes ambitions Ok. et les mêmes projections. Mon associé est un peu plus âgé que moi. Et au début, tu penses pas à ça. Tu dis pas et si on a X, et si on a Y, et si on a Z, et on veut aller jusqu'où. Tu vois, tu causes pas forcément du niveau, comment dire. Tu peux avoir un associé qui dit moi ça me va maintenant. Tu vois, J'ai pas besoin de plus. j'ai Quoi. pas besoin de plus. Alors, et c'est ce qui s'est passé? Et je suis pas forcément prêt à prendre ce risque-là aussi. Tu vois. voulais plus que lui? Oui, je suis un peu plus jeune et puis je pense que j'ai toujours une logique de développement de marque forte, c'est-à-dire un groupe humain, une marque, construction dans le temps. Fabrice, lui, je pense, avait là-dessus, on n'était pas tout à fait alignés. Donc lui, il était finalement assez satisfait de ce qu'on avait réussi à faire à partir d'un certain nombre d'années, donc je te disais il y a 2-3 ans. Et le niveau de risque qu'on était prêt à prendre était plus tout à fait aligné. Et c'est là où tu peux avoir des désaccords. Typiquement, je veux me diversifier sur un métier, ou je veux lancer une nouvelle activité, ou je veux recruter ces personnes-là, ou je veux lever de la dette, tous ces sujets de prise de risque. Là, tu peux diverger à certains moments. Ces prises de risque, c'est ce qui t'anime entrepreneurialement parlant. Ouais, risque mesuré toujours quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu réussis un projet et qui marche bien, ok, tu peux double down dessus pendant un certain temps. J'ai l'impression de commencer à te connaître au bout de 30-40 minutes, là. T'es à la recherche de ce truc-là, toi, perpétuel? En fait, ça dépend de ton driver. Ça, c'est très personnel. Moi, si tu me demandes mon moteur, il n'est pas financier en un. Tu as des gens qui créent une boîte pour devenir riches ou qui veulent faire fortune. C'est leur objectif. Ils vont pas te le dire comme ça parce que c'est pas très élégant, mais il y en a beaucoup quand même, surtout en finance, qui sont là pour avoir un nombre de millions sur leur compte. Je dis pas que moi, ça ne m'intéresse pas de m'enrichir à travers mon aventure entrepreneuriale. Ce serait malhonnête. Mais mon driver numéro 1, c'est pas ça. C'est-à-dire que je suis prêt à prendre plus de risques pour faire un gain à plus long terme, pour construire une marque, pour accepter du coup des phases qui vont être peut-être moins, tu vois, une rentabilité moins immédiate, typiquement réinvestir. Tu vois, on parle souvent dans nos métiers de la culture de l'EBITDA. Donc, à quel moment tu maximises ta rentabilité? Est-ce que tu veux te vendre? Est-ce que tu es dans une optique d'habiller la mariée ou est-ce que tu es dans une logique de réinvestissement? Silex est encore aujourd'hui une boîte qui est en forte croissance. Donc, ça veut dire que ça se pilote différemment en termes de prise de risque qu'une boîte que tu veux, par exemple, juste faire cracher, entre guillemets, tu vois, rentabiliser au maximum, augmenter la profitabilité, voire revendre. Dans ce cas-là, j'allais dire ferme les yeux, mais t'es pas obligé, mais si Silex, on est dans 10 ans,
t'es plus tout jeune. Non, je rigole. Non, mais voilà, peut-être que t'as aussi Merci de me des le rappeler. aspirations différentes. Non, je Je rigole, viens d'avoir désolé. 46 ans il y a une semaine, c'est très dur. J'ai dépassé les 45. Tu Moi, verras. je Tu donnerai rigoles, pas mon mais âge alors, t'inquiète. on n'en parle pas. Ouais, surtout que je fais plus jeune que mon âge apparemment. Mais voilà, j'ai un peu de barbe. Bref, mince, tu me fais perdre ma question. Concrètement, c'est quoi la meilleure fin pour Silex pour toi? La meilleure fin, écoute, c'est une question que je me suis pas vraiment posée, tu vois. Parce Même qu'en avec fait, tu veux pas Fabrice, voir, vous n'en avez tu pas veux pas parlé? vraiment voir la fin, Mais au c'est. fond. Est-ce que Fabrice veut pas l'avoir et toi Si, bah lui aujourd'hui, donc Fabrice, pour terminer peut-être sur Fabrice, il s'est désengagé Ok. petit à petit du capital. Je lui ai racheté une partie de ses parts, non négligeable. Et puis, il y a d'autres partenaires qui sont montés. Donc, tu m'as posé une question, je fais un tout Vas-y, petit je t'en détour. prie. Tu parlais de différence. Le management des personnes. Ce sujet-là, chez Fabrice, c'était plus compliqué. Et en fait, petit à petit, on a recruté un CTO, recruté un CFO, recruté un CRO, donc tout ce qui est risque, ingénierie, tech. Et à la fin, d'un point de vue opérationnel, Fabrice avait moins d'impact direct qu'au début. Donc, pour résumer, on a fait monter au capital un certain nombre de managers clés à des fonctions opérationnelles. Et ces personnes-là aussi rachètent des actions des fondateurs, en l'occurrence un peu plus de Fabrice que de moi, puisque moi j'ai plutôt eu tendance à me relever. Donc à la fin, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un groupe de personnes ultra incentivées, ultra impliquées au capital, donc un vrai partnership, ce que je te décrivais au tout début, que j'ai connu chez Exane, qui existe depuis la nuit des temps. Mais moi j'aime bien ce modèle où tu as les personnes clés de la boîte qui sont skin in the game. Et c'est pas, beaucoup de boîtes grandissent aussi comme ça, et ça crée une solidité de la structure aussi. Il est impossible pour toi de gagner si tes employés ne gagnent pas avec toi. En tout cas, je préfère le modèle dans lequel on est aligné et tout le monde gagne à la fin. Et on se partage le gâteau. Est-ce que la marque D'ailleurs, Silex, elle est importante? Vas-y, la attends, marque Silex, excuse-moi. elle est importante, bien sûr. Donc, faut pas Mais qu'elle meure. Hein. Mais ouais, elle peut se réinventer. Après, c'est le collectif qui est important. Et tu vois, je pense que un des trucs, une question, on n'a pas abordé, mais Abordons. ouais, c'est au début, comment tu fais pour recruter des bons, quoi. Tu vois, comment tu fais pour recruter les bonnes personnes quand tu pars de scratch avec rien. Bon, bah nous, le modèle, ça a été de justement se partager le gâteau. Ça a été de dire, on ne peut pas recruter cette personne-là parce que aujourd'hui, elle est payée 5 fois, 10 fois ce qu'on peut lui payer dans le Silex de 2016-2017, tu vois. Mais en revanche, qu'est-ce qu'on a comme outil pour le convaincre de venir? Les parts, quoi. On a les parts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va commencer par vendre des parts. Alors au début, la boîte, elle ne vaut pas grand-chose. Donc tu te dilues, tu vends des parts, et tu as intérêt à pas te gourer sur les premières personnes à qui tu donnes des parts. T'en parlais, c'était du 3 au 10, donc environ 6 ou 7 premiers employés. Alors ils étaient pas, ouais, alors là-dedans, ils n'étaient pas tous actionnaires, la moitié. Ok. Et aujourd'hui, on a une bonne partie qui sont encore là. Et ça te fait quoi à ce moment-là? Parce qu'on revient à l'utopie que t'avais de te dire qu'ils vont rester tout le temps. Ça te fait quoi de te dire que tu convaincs quelqu'un de faire un cut sur son salaire, de te rejoindre, qui se fait les dents ou qui kiffe aussi, parce que là je vais prendre le côté négatif, mais tu as l'impression de le former, de lui donner des parts. Et pire, tu dois racheter ses parts à un moment, et là, tu n'as peut-être pas la trésor, il faut faire un prêt, etc. Hein? T'as tout compris. Ouais, donc j'imagine. Ouais, Hein. c'est Je pas suis la pas première encore fois. dans ces galères, mais je pense Ouais, que moi, c'est je des pense bons. que ça arrive à beaucoup Tu d'entrepreneurs. le vis comment? T'évites de te stresser avec ça, parce que sinon, tu le fais pas. D'abord, ça te crée de la responsabilité, parce que tu fais venir quelqu'un qui avait une famille, des enfants, qui gagnait plusieurs centaines de milliers d'euros par an à Londres, et tu lui divises son salaire par 5 et tu lui donnes des parts de la boîte parce que tu as réussi à le convaincre qu'il allait beaucoup plus s'épanouir ici que là où il était. Tu t'es créé une forme de responsabilité quand même. Tu as dit à quelqu'un, viens chez... Alors, il est majeur et vacciné. Ouais, et puis il revend Il a ses envie parts, il a fait une plus-value, Oui, alors j'imagine. il revend ses parts, il faut pouvoir le racheter, c'est ce que tu disais. Et il a fait une plus-value si la boîte, elle a connu de la croissance. Mais au moment où tu le fais, ce que je veux dire, si tu me posais la question, au moment où tu le recrutes et que tu le fais venir, tu es 100% convaincu, tu dois t'assurer que lui, il est bien aussi de son côté partant, parce qu'il ne faut pas lui bouffer le cerveau en lui disant c'est génial et lui faire prendre un risque qu'il n'est pas capable d'accepter. Et ça, d'ailleurs, petit retour en arrière, ça a très bien fonctionné avec certaines personnes, et parfois, notamment avec des profils plus jeunes, certains, ça a été trop vite. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans un modèle ultra-entrepreneurial, ils ont cartonné, et la part de leur patrimoine qui était représentée par les actions de la société était devenue trop importante. Ça, je pense, c'est un truc à des entrepreneurs qui nous écoutent, qui est important, c'est attention, quand tu développes ta boîte, il faut bien toujours t'imaginer qui t'étais à 27 ans,
qui t'était à 25 ans, qui t'était à 30 ans. Est-ce que tu es capable d'encaisser de la même manière les chocs ou les ascensions aussi, quand il y a des succès, notamment dans des métiers comme les nôtres, où parfois tu as des rémunérations qui sont assez importantes et qui peuvent, pas des joueurs de foot, mais ça peut aller très vite, Oui, enfin très bon. jeune, et Oui. tu n'as pas forcément le recul et la maturité, et tu peux te retrouver dans une situation où tu te dis, oulala, mais en fait, j'ai une grosse partie de mon patrimoine dans les actions. Tu sais, tu as plein de startups qui donnent beaucoup d'actions comme ça, Bien sûr. et qui attirent des jeunes talents en leur donnant plein de... Et après, c'est... Et Voilà, tout ce dont on parle pas non plus, on n'a même pas parlé de gouvernance, et tu Non. parles même pas de la boîte. Là, tu parles indirectement de la boîte, mais tu parles, dis-moi si je me trompe, de l'implication de ces gens-là sur le long terme quand ils ont chopé quelque chose très tôt que toi tu considérais risqué, mais qui en fait, qu'ils ont pris pour acquis. Et je m'explique, j'ai un ancien invité qui me racontait exactement à cette place que 3 ans plus tard, il avait des trentenaires qui étaient millionnaires. Comment tu fais pour les remotiver pour aller à l'étape d'après? C'est ce qui est arrivé? Ouais, un petit peu, ouais. Est-ce que vous avez dû demander Pour à des certains, oui. personnes de sortir parce que justement, ils avaient ce capital, mais du coup, c'était en fait... Disproportionné par ouais, rapport tu à... sais, je dis pas un poil dans la main, comment dire? Tu sais, trop de confort Alors, pour non, prendre des risques. parce que peut-être à la différence de la personne que tu as reçue, c'est pas à travers des séries A, B, C. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que tu as des jeunes trentenaires qui reçoivent des packages d'actions, ou qui sont incentivés en actions, peu importe. Et après, tu as une revalorisation qui se fait une fois, deux fois, trois fois à travers des levées. Et en fait, leur patrimoine, tu vois, peut représenter plusieurs millions parce que la boîte a explosé en termes de valo. Mais c'est pas liquide. C'est pas liquide. Il y a Et pas de pour autant, perspective, c'est ouais. pas forcément eux non plus qui ont eu une contribution directe à tout ça. Ok. Là, on a un modèle qui est un peu différent. On n'a jamais levé d'argent. On n'a pas fait donc ça, c'est un truc très organique, Silex. On a fait tout ça en croissance purement organique, comparable à d'autres personnes que tu as reçues. J'en ai un en tête. Mais voilà. en tête? Et Olivier Brouhan. Ah oui, ok. De Mantoux, Donc on est une bah boîte oui. de Mantoux qui a fait aussi une croissance gigantesque, mais On organique. te le souhaite, on te le souhaite. Organique, voilà. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, finalement, ces personnes qui sont enrichies à travers les actions de la boîte ont souvent été des gros contributeurs les premières années aussi à la croissance. Donc, tu vois, c'est pas... C'est un juste milieu, c'est pas noir ou blanc. Ok. Non. Et tu as réussi à trouver le juste équilibre aujourd'hui quand tu incentives des gens? Aujourd'hui, oui. Parce qu'aujourd'hui, on a bien grandi, parce Mais il que faut 9 ans on a une d'expérience. marque, parce Ok. qu'on a appris, parce qu'on a des profils aussi parfois plus expérimentés. Et le début, c'est difficile. Ce dont on parle là, cette notion de trouver le bon pourcentage en fonction de l'ancienneté, d'essayer de comprendre quelle est la perspective dans laquelle s'inscrit l'employé futur associé, tu l'as pas vécu ou tu l'as pas vu dans les yeux de tes dirigeants quand tu étais chez Exane? Je m'explique. Tu vois, ils n'ont pas vécu des expériences similaires et Si, peut-être si. qu'à l'époque, tu les comprenais même pas et qu'avec du recul, tu es en mode « Ah, ok ». Si, ouais, complètement. Bien sûr. T'as un exemple ou pas forcément ou... Bah, j'en ai plusieurs. Il y a déjà, faut pas forcer des actionnaires, faut pas forcer un employé clé à devenir actionnaire s'il n'a pas envie de l'être. Alors que toi, tu croyais que c'était un driver pour toi, mais ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Exact. Ok, Super important. ok. Et Les biais. Tu vois, au début, tu dis bah non, bah forcément. Évidemment qu'il veut des actions. C'est génial ici. Notre boîte, elle est super. Et tu te dis que ça va être un cadeau presque pour lui. Alors qu'en réalité, il t'a jamais demandé des Tu actions. te sens limite trahi quand il te dit bah non. Ok. Donc ça, c'est tu vois, un Et exemple concret de ça choses est que arrivé j'avais. chez Exane aussi Oui, t'as pu oui. le Après, voir. Ok. tu as le poids des actions dans ton patrimoine. Je t'en parlais. Par exemple, je te dis n'importe quoi. Imaginons que tu gagnes 100 et que l'action, pour l'acheter, c'est 50. Bah, déjà, ça te met une barrière à l'entrée. Tu peux en m'étonnes. acheter que 2. Hein. Donc, si le prix de l'action, c'est 1, c'est pas pareil. Donc, le mode d'attribution d'action, quel est le coût de l'acquisition de l'action, ça aussi, c'est un sujet que j'ai vécu dans mon expérience passée. Voilà, et après, tu réfléchis un peu à comment tu le fais. Pour mettre une petite parenthèse à toutes les personnes qui veulent rejoindre des startups avec des BSPCE, je crois qu'aujourd'hui, on a un peu compris que c'est une petite arnaque, on va pas se mentir pour beaucoup. Déjà pour 2 raisons. La première, c'est que tu dois débourser de l'argent. La deuxième, c'est que ce n'est pas un marché liquide. Et on a des très bons exemples, et moi je peux le noter, genre Swile, qui a essayé de revendre. Il y a plein d'employés qui ont voulu revendre leur part, et ça a créé un gros problème. Bon, désolé. Non, mais c'est sûr. Voilà. Non, mais je dis ça, j'ai reçu Loïc Souverain, mais c'est pas méchant, c'est juste, c'est en fait, et Loïc pourrait en parler à ta place en mode, bah oui, mais on a donné des parts, et là, on a aussi un enjeu, on a des investisseurs, etc. Bref, fermons la parenthèse, je veux parler de thunes. Let's go. Je t'ai même pas demandé les chiffres, je sais que tu es assez transparent. Tu peux Ouais. nous dire combien de CA tu fais? Ouais.
Et je peux aller plus loin. Attends, je te pose la Ouais, bien deuxième sûr. question après. Aujourd'hui, on va dire, je te donne Ouais. un petit bracket entre 40 et 50 millions de chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Donc, on est parti de zéro et l'année 2, on devait faire 4. Donc, on a une croissance, on a doublé les premières années et maintenant, on est à peu près à 20-25%. Entre 20 et 25% De de croissance croissance de chiffre d'affaires year on year. year on year. Donc, ça reste de la croissance. C'est un objectif de toujours être en croissance. Ouais, ça c'est sûr. Et après, de toujours être profitable, si tu veux, à la deuxième question, qui était peut-être celle-là, je sais pas. Mais en tout cas, on a toujours été profitable. On a eu une année compliquée en 2021, parce que les marchés, bon, voilà, Covid, il y a eu enfin, plein post-Covid. d'effets, mais globalement, on est attaché à notre croissance de top line et on est super exigeant sur la bottom line. En tout cas, comme en plus on réinvestit, qu'on est organique, c'est d'autant plus important d'être profitable, de montrer toujours on a une maîtrise de nos coûts. On n'est pas non plus une boîte qui cherche à optimiser son EBITDA, puisqu'on est en réinvestissement et en croissance. Donc pas beaucoup de dividendes, voire très peu depuis le départ. Exactement. Le but, c'est de remettre. Yes, Et c'est pour ça que tu es très transparent sur ces chiffres avec tes équipes. notamment. Il Ok. n'y a rien à cacher. Ouais, mais surtout pour qu'ils sachent en fait où est-ce qu'on va. Ouais. Parce qu'il y a toujours. Bah, attends, tu rigoles, il n'y a rien à cacher. Je pense Bon. que tu regardes dans la plupart des entreprises, il y a à Ouais, mais cacher. alors, tu vois, justement, là-dessus, on avait quelques divergences avec mon associé ou d'autres personnes. Tu as deux cultures là-dessus. Tu as la culture du secret où c'est mieux de pas trop communiquer parce que ça peut être exploité, ça peut être mal interprété. Et moi, je me suis rendu compte qu'on a eu, à un moment, on s'est mis à communiquer beaucoup plus en 2020-2021, justement, parce qu'on se rendait compte que finalement, le fait tu vois, de pas forcément être très transparent, ça crée des mythes. À la fin, tu as des personnes qui se disent ouais, mais on sait pas comment ça se passe, c'est quoi les chiffres de la boîte, c'est une nébuleuse. Donc moi, je suis plutôt pour, surtout que le monde a changé. Hein. Bien On n'est sûr. plus en 2010 ou en 2000. Hein. Tout se sait. On est sur en du 10 radical minutes. candor. Ouais, franchement, donc moi je vois pas trop l'intérêt d'essayer. Voilà, après il y a une limite sur le niveau de détail. Tu vas pas commencer à communiquer les rémunérations de tout le monde. Non, mais t'aurais pas eu ça sans Exane aussi peut-être. T'as réussi à avoir Enfin, je te dis ça, je te Ouais. pose la question. Exane était assez transparent aussi en interne ou Non, pas pas du forcément tout. Ah Pour le non coup, non. Ah ok, d'accord. Très Bah peu. non, bah peut-être c'est Enfin, une limite dans ce cas-là que beaucoup t'as moins voulu. qu'on l'est aujourd'hui. Tu vois, nous Ok. par exemple, on fait. C'est C'est pas drôle. que à l'intérieur chez Exane, tu communiquais sur les données qu'entre associés. Ok. Donc, Ah, et donc ça crée un silo déjà avec ça les crée autres une employés. caste d'associés versus. Tu peux avoir des super bons managers. Aujourd'hui, chez Sidec, j'ai des très bons managers d'équipe qui sont pas forcément encore au capital. Soit parce que c'est trop tôt, soit parce que. Soit parce qu'ils le veulent pas pas forcément. forcément ou encore. Pour le moment, ouais. Ouais, exactement. Ok. Et je vais pas faire une différence. Alors, il y a une différence forcément en termes de droit à l'information. Quand tu es actionnaire, tu n'as pas les mêmes droits quand tu l'es pas. Donc ça, c'est normal. Mais par exemple, communiquer le chiffre d'affaires, parler de l'EBITDA de la boîte devant pas que les actionnaires, mais aussi les employés, alors qu'on n'a pas De compte à d'obligation rendre, bien de sûr. faire, tu vois. On n'est pas coté. Bah, c'est déjà dans notre culture. Et aussi avec l'idée de se dire, bah, de toute façon, quand on est dans un modèle de croissance et qu'on veut grandir, préparons-nous, parce que de toute façon, la culture d'entreprise, tu la construis pas 15 ans après en te réveillant en disant, bah non, en fait, on va changer. Enfin, je pense que c'est mieux. C'est la transparence qui fédère les gens pour toi dans une Pour boîte. moi, je trouve que c'est puissant. Ouais. Ok. Aujourd'hui, je trouve que c'est bien d'être transparent. Bah, et de- sois transparent. Je rigole, mais Non, mais dis-moi. vraiment. Non, j'allais dire dans ma question. T'es né avec une cuillère d'argent ou pas? Qu'est-ce Non. que t'en penses? Non, pas du tout. Alors, je suis pas issu d'une famille défavorisée, que ce soit clair. Mais je viens te donner mon milieu. Je viens d'un milieu bourgeoisie modeste. Donc ma mère, elle vient d'un milieu plutôt très modeste. Mon père architecte, fils unique, Ok. mais qui à la fin de sa vie a tout perdu parce que sa mère avait Alzheimer et qu'à l'époque, Ah merde, ok. donc fin de Et l'histoire. indépendant aussi. Peut-être une première image de l'entrepreneur? Non, mes Non, pas parents, du tout. ils travaillaient dans l'hôpital. Donc, hôpital public pour ma mère, hôpital sous contrat. Donc, un peu entre le privé et le public, hôpitaux mutualistes pour mon père. Mon père était chirurgien cardiaque. Ils sont à la retraite maintenant. Ma mère était pédiatre. Ok. Donc, si tu veux, c'est la culture de l'effort, le modèle français, l'internat, les concours de médecine. Tu connais tout ça. Hein. C'est Ouais, très ouais. exigeant. Mais c'est pas un métier d'argent. Il n'y avait pas. Enfin, Non, l'hôpital c'est de la vocation, là, clairement. Là, tu fais pas ton métier pour devenir riche. Tu fais ton métier parce que tu es passionné, parce que tu donnes un sens à ta vie. Donc, j'ai pas grandi avec une cuillère, pour répondre à ta question, avec t'inquiète pas, mon chéri, tout va bien se passer. Après, j'ai mes parents gagnaient suffisamment d'argent pour nous payer nos études. Voilà, on était dans des écoles publiques, mais on a fait des bonnes études, ma sœur et moi. Et donc, voilà, j'ai quand même eu de la chance. J'ai eu accès à l'école et à pouvoir ensuite faire des bonnes études supérieures. Tu paieras forme de les chance. études de tes enfants?
Alors, très bonne question. Je vais pas leur payer grand-chose. Je suis plutôt partisan de zéro héritage, le minimum possible, pas d'appartement, pas de Il veut pas coussin. payer d'impôts. Non, rien à voir. Ouais, je Je pense, rigole, en fait, bien je sûr. pense que c'est pas un kicker. Ok. Souvent, quand je parle de ça avec des amis, où ils me regardent très bizarrement. C'est un cadeau empoisonné en gros pour toi. Pour moi, c'est pas un cadeau, quoi. En fait, est-ce que la sécurité, c'est un cadeau? Alors, si tu as un enfant qui est malade, si tu as un enfant qui est en incapacité pour X ou Y raison et que tu peux l'aider, c'est autre chose. Mais si tu as des enfants qui sont en bonne santé, qui ont accès à plein d'informations, qui ont un cerveau, 2 bras, 2 jambes, pour moi, c'est quand même à eux de se démerder. Dans le sens, alors, il y a une limite, ok, mais tu comprends ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est Je vois que- très bien, c'est pas en c'est mode que se démerder, voilà, c'est plus je te c'est- mets dans le cadre moi, je préfère leur pour donner que tu des bons apprennes par conseils. toi-même. Ouais. Tu vois, leur passer du temps à leur expliquer des choses sur les valeurs, sur l'effort, sur le travail, sur le collectif, sur comment tu te comportes dans la vie. Je trouve que, et d'ailleurs, le sport là-dessus, de mon côté, joue un rôle très important dans l'éducation, parce que je trouve que tu retrouves dans le sport des choses que tu ne peux pas acheter, justement, ni avec de l'IA, ni avec d'autres raccourcis qui existent aujourd'hui. On en parlait. Et moi, c'est plutôt ça l'héritage que j'ai envie de donner à mes enfants. C'est plutôt les mettre dans un conditionnement, leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent, à travers leurs efforts, leur travail, réussir, plutôt que de leur dire t'inquiète pas, au pire, t'as ça, et ça va te créer un petit coussin qui va te permettre d'être plus safe. Ok. Je ne sais pas si être safe, ça te permet d'entreprendre. Tu m'as posé la question tout à l'heure. C'est un peu antinomique. Quand tu entreprends, tu te mets dans le mal, tu te mets dans le risque, forcément. Un peu, à plusieurs niveaux. C'est sûr qu'il y a Bien des sûr. mecs qui viennent de nulle part. Moi, je fais partie de la catégorie intermédiaire. Entreprendre, c'est forcément avoir des choses à te prouver personnellement, selon toi. À prouver, tu À dis te prouver te prouver. personnellement. Euh, Je fais le parallèle avec le sport, c'est pour ça. Je pense que sur le chemin de l'entrepreneuriat, tu t'en prouves, forcément. Tu n'as pas les réponses au début, donc tu vas découvrir des capacités, Ok. découvrir des capacités que tu ne pensais pas forcément avoir. C'est quand même génial. Alors, évidemment, quand ça marche, hein. Mais même quand ça ne marche pas. Parce que Ok. quand ça ne marche pas, tu apprends d'autres choses qui te permettent ensuite d'y arriver. Donc, je trouve que c'est une super école de soi, en fait, d'apprendre à se découvrir. Tu es très seul, tu as des moments où tu fais des conneries, tu n'as personne sur qui tu peux crier. Tu vas pas dire, ah bah non, mais en fait, non, c'était ta gueule, tu as fait une connerie, donc tu l'analyses, tu la décortiques, tu dis, ouais, bah en fait, ça j'ai merdé, ça va pas marcher. Et donc tu apprends. Et donc tu te prouves, pour répondre à ta question, c'est pas tu te prouves que tu es génial, c'est tu te prouves que j'ai réussi à me démerder avec cette. En fait, j'ai réussi à régler toutes ces merdes. C'est quand même un long chemin de résolution en permanence de merde. Qui t'arrive. Et on conclut sur ça, mais c'est pas en étant dans une zone de confort, en étant safe, que tu apprendras aussi à te connaître, je pense. Moi, je crois pas. Je veux parler d'une chose qui est très importante. On en a un petit peu parlé depuis tout à l'heure, mais en fait, je pense que tu le transpires, mais on l'a pas parlé exactement. Tu transpires. Non, tu le transpires. Putain, ça fait longtemps là, le podcast, va falloir qu'il se termine. Non, je rigole, mais je veux parler de la marque. Comment on crée une marque dans un écosystème où j'ai l'impression que les gros existent depuis très longtemps, Ouais. quand on est là à parler d'argent et qui se mesure avec du ROI, donc c'est que du financier, et je recoupe dedans, mais sur une boîte qui est full humain, où tu veux incentiver des gens, où tu veux mettre de la tech, mais c'est pas ça qu'on vend, comment on fait une marque ? Ouais, bah, c'est une très bonne question. C'est pas facile. Alors, moi, j'ai beaucoup observé les marques de tech et les marques de luxe. En finance, c'est très pauvre. Alors, tu as des institutions qui existent depuis, tu l'as dit, des années, des banques privées, des sociétés d'édition, des grandes banques. Mais ça, c'est des centaines d'années parfois, tu vois. Nous, on est présent en Suisse. Souvent, tu as des banques privées avec marqué depuis 1782, tu vois. Et la marque, tu sens que, bon, ça va être long, quoi. 1782. Non, mais c'est pour reprendre ce que tu dis. Non, mais oui. Donc, nous, et moi, au début, dès le départ, ce qui m'intéressait, c'était de créer une marque. Et donc, ta question, je jump dedans. Parce que créer une marque, on va revenir sur la qualité du produit. Évidemment, si tu as un produit qui n'est pas de qualité, ta marque, tu vas avoir du mal à la construire parce que tu vas avoir trop d'insatisfaction de ta clientèle. Mais si tu ressors des cours de marketing ou que tu as fait ou que tu as vu, il y a beaucoup de psychologie émotionnelle. On revient sur l'humain. Donc, on revient sur le regard de ton client, l'attachement à l'entreprise. Et ça se diffuse à travers tes employés. Donc, on parle beaucoup de marque employeur, justement.
Donc pourquoi est-ce que des employés, des actionnaires, voilà, vont adhérer à ta marque? Ils vont eux-mêmes la construire, puisque tout ce qu'ils racontent toute la journée à leurs copains, sur les réseaux, à l'environnement extérieur, construit la marque. Et c'est de l'émotion. Et c'est de l'émotion. Et c'est aussi une réputation petit à petit. Si tu fais des conneries, ça va entacher ta marque. Bien Si sûr. tu fais des erreurs, ça va entacher ta marque. Donc la construction de la marque, c'est déjà avoir un dispositif humain qui est de qualité. Donc on revient sur le collectif. Ta marque, elle passe par le produit que tu crées, que tu vends. Elle passe aussi par les personnes qui le relaient à tes clients et au qui monde extérieur. l'incarnent. Et qui l'incarnent, exactement. Les valeurs, etc. Donc tu as un côté ADN, tu as un côté culture d'entreprise dans la marque. Tu vois, souvent on dit Rien de palpable dans tout ce qu'on se dit depuis. ouais, exactement. Mais c'est beaucoup des valeurs. Donc tu vois les valeurs de l'entreprise. Par exemple, le dépassement de soi, le sens du collectif, la résilience, l'expertise, tu vois, que tu retrouves sur la partie tech et sur la partie recherche. Ça crée ta marque. C'est des piliers. Mais ça va plus loin, me concernant. Moi, ce que j'aime, pour revenir à la question du tout début du podcast, qui était un artiste, un financier. C'est drôle, j'avais le lien dans ma tête là. Voilà, Mais moi, vas-y. j'ai toujours eu un rêve. C'était, d'ailleurs, je m'en suis vachement inspiré chez Silex. C'est un groupe d'électro qui s'appelle Daft Punk, que tout le monde connaît en France, et même en dehors de la France. Parce qu'ils incarnaient, en termes de marketing, une espèce de puissance qui venait de leur génie artistique et aussi de leur texte. C'était les premiers à inventer des nouveaux sons, à les amener différemment à un public qui ne connaissait pas, et à avoir un marketing fantastique. On n'existe pas, on ne parle pas de nous, on ne monte même pas nos tronches. Bon. Donc moi, tu vois, le Daft Punk de la finance, j'adore cette projection. L'OVNI un peu quoi. Exact. Genre, Ok. vous ressemblez à aucune boîte. Génial, merci, super, surtout. Je ne veux pas ressembler à des concurrents. Sors de la finance juste là-dessus. Ouais. T'es sûr que t'as pas des référentiels, peut-être à part Daft Punk, mais d'un point de vue des boîtes qui font du business, Si. non. Ouais. T'en donner un autre, et ça va me faire une transition sur ce que je voulais te dire en termes de construction de marque. C'est t'apportes quelque chose qui n'est pas forcément lié à ton activité première. Donc, je te donne un exemple, Red Bull. Hyper prétentieux comme exemple. Donc, j'élimine la comparaison. Mais c'est une boîte qui, si tu as vu leur histoire, et je pense que tu as dû en entendre parler, beaucoup de gens ont lu. Au départ, c'est un mec qui fait des canettes pour des energy drinks, qui n'arrive pas à les vendre, à tel point qu'il va qu'il va dispatcher des canettes vides à la sortie des boîtes de nuit. Donc, Ah ouais. donc énorme histoire de marketing, et qui a construit un groupe événementiel monstrueux. Donc C'est nous, ce pourquoi on connaît bien Red Bull, c'est exactement. les sensations fortes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience client. Donc, quand je te parle de la marque Silex, je te parle de l'expérience client. Et l'expérience client, c'est à travers la tech qu'on a construite, la digitalisation, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est le UX, UI, bonne expérience, mais c'est les événements qu'on organise avec eux. Et on a fait quelque chose qui est très différenciant et qui, aujourd'hui, définit Silex. Si tu parles de Silex à des personnes qui ont travaillé ou des acteurs de notre industrie, ils vont te parler des événements qu'on organise. Qui, en plus, en finance, est quelque chose d'assez particulier parce que souvent, c'est mal vu. Moi, la façon dont je vois les événements, c'est pas le bribery, l'inducement qui est très attaqué en finance parce que tu offres, tu invites tes clients, à des matchs de foot, tu les invites au resto. Invite-moi quand tu veux. Moi, le sujet qui m'intéresse, c'est l'expérience, le côté immersion et la culture d'entreprise qu'on développe autour de ça. C'est finalement les employés de Silex, les partenaires, les clients, on les emmène dans des événements, coûtent pas forcément très cher, avec des athlètes, souvent de très haut niveau, on revient au sport. Mais il va y avoir des échanges. Tu vois les échanges qu'on a là, tu vas les avoir avec un mec qui a gagné 2 fois Kitzbühel en descente à ski. Donc vous bossez avec Red Bull un peu ou pas On bosse pas du tout avec Red Bull. Ok. Je te dis juste que si tu me demandais une autre marque, je trouve que c'est assez inspirant ce qu'ils ont fait, parce que tu vois, aujourd'hui, tu dis Red Bull, est-ce que tu penses autant au sport extrême que à la canette, ou même plus, qu'à l'energy drink? T'as pas forcément envie Que de n'importe t'ouvrir quel energy parce que drink en fait. Ouais. Ouais, en fait, voilà, ça dépasse le produit. Donc, c'est ce que j'appelle le supplément d'âme. Voilà, on crée quelque chose qui va construire quelque chose d'assez impalpable, mais qui définit notre marque. Tu l'as dit, hein, mais je vais te dire, moi, je partais en fait pour boucler sur l'aspect artistique parce que j'ai l'impression que, évidemment, on parlait d'humain. Là, tu m'as parlé d'événementiel, mais tout ce que tu as dit, pour moi, c'est la définition de l'art qui est de transmettre des émotions. Et je trouve ça super drôle que tu me parles d'émotions. Bon, on sait que l'argent, ça peut être très émotionnel pour les gens. Je te confirme. Ouais. Oui, mais d'un autre côté, c'est très méta, pragmatique, palpable à 100%. Et j'ai l'impression que ce qui te drive aussi, c'est ce qui n'est pas forcément mesurable
dès le départ, mais qui est ton ressenti. Je vais terminer un petit peu. Déjà, je veux savoir, est-ce qu'on a omis des sujets ou des choses dont tu voulais parler? Parce Non, qu'on arrive à la j'avais pas fin. d'agenda particulier en Non, plus. mais on est parti. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Non, J'espère que pas du toi tout. aussi, Xavier. Dis-moi une chose. Déjà, est-ce que dans ta vie aujourd'hui, de 0 à 10, 0 c'est les moments où tu as été les plus malheureux, et 10 ça a été tes moments culminants de bonheur, à quel point tu es heureux aujourd'hui? Sur 10, Ouais, je dirais 7. ok. À quel point tu as capté la valeur financière de tout le fruit de travail que tu as fait? En gros, à quel point tu es riche aujourd'hui sur une Sur échelle 0 de à 1 à 10. 10? Alors, en relatif par rapport à ce que je voudrais ou en absolu? Ta On a question est dit, on difficile. parlait pas de la taxe Zuckman. Donc... Non, mais en absolu ou en relatif? Non, non, en cash, en vrai. Non, mais par rapport à ce que j'aimerais avoir, espérer faire, tu vois, je dirais 3. Et je te pose la prochaine question, tu vas comprendre, c'est pas une échelle. Si demain Silex meurt pour X raison, t'es fier? Niveau sur 10? Bah allez, on peut dire aussi sur 10, de 1 à 10, à quel point t'as accompli 9. ton rêve? T'es déjà à 9 sur 10. Ouais. Ok, j'aimerais aussi savoir, ton job, sur une échelle de 1 à 10, à quel point il est difficile au quotidien pour toi, tu penses? Pour moi, Ouais, ça c'est vachement dur parce qu'il est, inscrit dans ma vie, quoi. Donc, je pense qu'il est exigeant physiquement. Donc, physiquement, je te dirais 8 sur 10 en termes de difficulté physique. Mentale, 5, 6. quand même. Ouais. Ok, et à quel point ce même job, cette même difficulté, t'apporte toi du bonheur au quotidien? À quel point c'est corrélé? De 1 à 10. 80%. Donc 8 sur 10. Ouais. Et je vais terminer avec cette question qui a rien à voir. Et je pense que tu peux t'adresser même à... Ils ont quel âge tes fils? Ils ont 12 et 13. Ah bah ok, donc parfait. C'est quoi la matière qu'ils auraient dû avoir, mais qu'on aurait dû tous avoir en primaire? Je vais pas dire pour que les gens deviennent entrepreneurs, je vais juste dire pour qu'ils puissent lier leur carrière professionnelle avec quelque chose qui les rend heureux, comme ça peut te rendre heureux. C'est quoi Ouais, la c'est- chose? Bah, c'est un peu de la psycho, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. Ça n'existe pas forcément au primaire, mais tu vois, les relations humaines, quoi. L'empathie, Ouais. ok. Pas uniquement les maths, la géographie. L'échange, l'humain, quoi. Ouais, exactement. Il y a un truc... Il y avait une matière qui existait quand j'étais jeune, mais c'est totalement obsolète et le terme est horrible, c'était éducation civique. Je sais pas si tu as eu ça quand tu étais petit. Bah, attends, c'est... Ça existe toujours, je sais pas. La JAPD et tout, là? Je sais pas ce que c'est aujourd'hui. Mais c'était pas du tout comme ça qu'il fallait l'aborder, tu vois. Vraiment Genre pas, c'est pour un moi. sur ça ce qu'il faut faire. Ok. Mais tu vois, quelque chose qui pourrait être exploratoire, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que moi, j'ai toujours été hyper intéressé par les jeunes et les enfants, au sens, j'aime bien, tu vois, détecter tôt dans le sport, notamment, comment est-ce qu'ils vont y arriver, quels sont leurs freins, comment tu peux les aider à gagner confiance en eux. Et donc, on revient à ta question, c'est comment tu prends confiance en toi tôt, en fait. Comment tu arrives à rapidement te connaître bien. Ça, c'est... Et Je pense pour, que pour c'est- des c'est- gosses de 12-13 ans, et je fais un lien parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as aussi vécu aux US, tu es marié avec une Américaine, Ouais. c'est le sport, une des meilleures manières quand on est jeune de prendre conscience de cette valeur-là. Je trouve que c'est pas mal, ouais. Je Ouais. trouve que c'est un bon moyen d'y arriver. Ouais, parce que ça te confronte à tout type d'environnements sociaux, tout type de culture, et tu as beaucoup d'humains là-dedans, de relations humaines, J'ai une question bonus, j'ai le droit? bien sûr. Tu as tous les droits chez toi. Pas vraiment, mais allez, pour l'heure, même si on est en train de dépasser, c'est ma dernière question. Il y a un potentiel chez tes deux enfants, ou l'un des deux, où tu te dis, il pourrait être entrepreneur ou artiste. Ouais, il y en a un des deux. Il y en a un des deux, ouais. Mais je donnerai pas le prénom. Ok. Mais oui. Ok, bah écoute, un grand merci, ça va, t'as pris du plaisir, Xavier? Qui fait grave. Allez, on va continuer à te cuisiner juste après là. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Je pense vraiment qu'on a apporté beaucoup de valeur. Un grand merci, Xavier. Moi, j'aime bien terminer là-dessus. J'ai un grand merde à toutes les personnes qui doutent, qui entreprennent, qui veulent créer et façonner notre monde. On vous connaît peut-être pas directement, mais on vous supporte spirituellement. Et je te laisse le mot de la fin. Et please, un truc d'encouragement quand même. Optimiste. Moi, il va être très simple. Il faut avoir des rêves, il faut rêver. On a parlé de l'enfance. On est tous des grands enfants. Il faut aller jusqu'au bout de ses rêves et ne pas trop écouter les personnes qui veulent vous ralentir ou qui veulent vous faire croire que c'est pas possible. J'aurais pas dit mieux.
Un grand merci et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Merci Yacine. Ciao, ciao. Ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.